Voici Alice. Alice est une jeune diplômée. Elle vient d'obtenir son master en ressources humaines. Après 5 ans d'études dans l'enseignement supérieur, elle signe son premier CDI. Alice est heureuse et sa carrière est enfin lancée. Les jours et les semaines s'écoulent. Alice a pris son poste et a fait sa place dans l'entreprise. Mais comme 65% des nouveaux collaborateurs, Alice consulte à nouveau les offres d'emploi dans les 90 jours qui suivent son embauche. Mais pourquoi ? Intégrer une nouvelle entreprise n'est pas toujours facile. Il arrive que des collaborateurs ne se sentent pas à l'aise dans leur nouvel environnement. Sortir de sa zone de confort, découvrir de nouveaux collègues, accéder à un poste parfois différent de celui auquel on postule, tous ces changements nécessitent un temps d'adaptation de la part du collaborateur, mais également un accompagnement de la part de l'entreprise. C'est pourquoi la manière d'intégrer un nouveau collaborateur est déterminante pour qu'il se sente bien et puisse se projeter sereinement dans sa nouvelle aventure professionnelle. Pour confirmer ces suppositions, nous avons décidé d'aller à la rencontre d'une poignée d'actifs de la région lyonnaise pour savoir ce qu'ils ont vécu. Pour moi, très bien. Moi, j'ai pas eu d'a priori ou du stress. C'était plus après sur les nouvelles tâches où j'étais concentrée à prendre le poste en main. Pas toujours, non, justement, et parce que donc ce que je vous dis, c'est de l'ordre de l'expérience que j'ai pu vivre, des choses heureuses et des choses moins heureuses. Très bien, honnêtement très bien, même si je suis la plus jeune, j'ai pas ressenti la différence d'âge et ça s'est super bien passé pour moi. Alors j'ai très bien été intégré par le responsable des ressources humaines et également par mes collègues. Premier déjeuner, je me souviens de l'intégration dans une entreprise, je me suis retrouvé tout seul, connaissant personne, aller déjeuner tout seul dans mon coin, c'était un peu tristoun. À l'époque où il y avait beaucoup d'emplois, où on rentrait par vague de 50 personnes et plus, et oui, ça s'était bien passé, c'était assez humain. Je trouve que les jeunes générations auront beaucoup plus de difficultés parce qu'on est sur le groupe et on oublie l'humain de chacun. Ça s'est fait, on va dire, au fur et à mesure, au fil du temps. Donc quand on arrive, on a l'impression qu'il faut faire sa place. Il faut se donner du temps et du temps aux autres. Là, la dernière activité dans laquelle je suis, très clairement, oui, il y en a un accompagnement très très important. On pourrait dire même un tutorat, un parrain qui était donné, mais parce que c'est dans la culture de cette entreprise. La RH, elle m'a super bien accueilli. Donc elle m'a intégré le premier jour. En fait, ils ont préparé un planning. Et donc ce planning, tous les jours, j'assistais à des réunions de l'entreprise. Donc je suis passé dans tous les secteurs, pour apprendre l'entreprise, combien il y a d'employés, combien il y a de secteurs d'activité. Donc j'ai fait de la double écoute, tout ça, donc j'ai eu un planning. En accompagnement, pas forcément, non, juste ma tutrice, oui, qui était là avec moi tout le temps, mais il n'y avait pas non plus une personne dédiée, non, plutôt naturel. Quoi. Donc il y a eu un processus d'intégration, donc il y a eu une passation de pouvoir donc, avec mon prédécesseur. Et également j'ai suivi un parcours de formation pendant 1 an. Donc pour l'intégration sur le poste, donc ça s'est très bien passé. On n'écrivait peut-être pas trop de choses, il n'y avait pas de procédure, mais les personnes étaient plus humaines. Nous avons pu constater que les pratiques sont très différentes d'une entreprise à l'autre. Dans le monde des ressources humaines, nous utilisons le terme d'onboarding. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement ? Le onboarding est un terme anglophone qui désigne la période d'intégration des nouveaux collaborateurs dans l'entreprise. Cet accompagnement passe par l'aide à la prise de poste, mais aussi à la facilitation pour le nouveau salarié à comprendre son nouvel environnement et les us et coutumes de l'entreprise. Pour cela, il doit pouvoir compter sur le service ressources humaines, le manager, les collègues, qui ont tous un rôle à jouer, aussi bien d'un point de vue humain que matériel. L'ordinateur, des stylos, ses accès, tout doit être prêt pour son arrivée. C'est pourquoi l'onboarding doit être pris au sérieux.
Certaines entreprises ont bien compris l'intérêt d'avoir un processus d'onboarding complet. D'autres en ont même fait leur activité. C'est le cas de David Georget avec son outil Welcome In. Nous avons décidé donc de développer une solution que nous avons appelée Welcome In et qui est une application avec un logiciel en mode SaaS qui sert à intégrer les collaborateurs dans les entreprises et créer autour du nouveau finalement une communauté qui sert à faire qu'ils se sentent mieux, qu'ils se sentent moins seuls, moins isolés, qu'ils se sentent faire partie d'une entreprise et donc d'une équipe avec des soutiens, qu'il aille chercher en 360 l'information, mais aussi en vertical et en horizontal, l'ensemble des informations, des formations et des process d'amélioration de sa performance avec les autres, et que les collaborateurs de l'entreprise puissent être contributeurs de sa réussite. Pour cela, nous avons décidé de développer donc, une solution, et pour développer cette solution, il nous fallait des fonds, et nous ne souhaitions pas le faire tout seul. Nous sommes fait accompagner par des partenaires, investisseurs, qui ont décidé de nous rejoindre dans cette aventure, avec un partenaire technologique, et puis des RH et des directeurs généraux d'entreprise qui sont venus investir avec nous, et aussi nous challenger sur les fonctionnalités de l'application. Vous commencez votre relation avec votre collaborateur finalement, ou lui la commence avec vous quand vous l'approchez dans le processus du recrutement, et cette relation elle va durer jusqu'à le oui des deux parties, mais aussi jusqu'à l'intégration physique, et enfin jusqu'à son parcours d'intégration qui va durer 3 mois, 6 mois ou 1 an, voire plus, dans l'entreprise, et puis qui va s'achever avec au final le fait que lui va transmettre à son tour cela auprès des futurs nouveaux, et devenir donc l'ambassadeur de l'entreprise. Nous commençons aujourd'hui par la France, et demain nous allons accompagner nos clients qui sont des entreprises forcément présentes dans différents pays, et donc à travers ça nous allons nous développer ensuite à l'international pour pouvoir être une vraie solution globale d'intégration des collaborateurs. Puisque la guerre demain va se gagner au niveau des entreprises, non plus au niveau que du recrutement, mais aussi dans le fait de savoir intégrer, garder ses talents, les intégrer plus vite et les intégrer mieux pour faire que la marque employeur notamment soit vraiment impactée par une bonne gouvernance de cette intégration, par une parfaite cohésion entre ce que l'entreprise vit et veut vendre, et puis finalement ce qu'elle est au réel, et ce qu'elle est sur son siège, mais aussi dans toutes ses entités et à travers le monde. Maintenant, nous allons nous rapprocher de Maë Van Gros, chargée de projet RH chez Carglass, qui a accepté de nous expliquer le processus d'onboarding qu'elle a pensé et mis en place. Pour offrir une expérience collaborateur adaptée au mieux aux besoins des nouveaux entrants, mais aussi des managers, le parcours d'intégration et ses outils ont été imaginés et créés avec les collaborateurs via des ateliers de brainstorming, des questionnaires de feedback, mais aussi des échanges avec les nouveaux entrants. Notre but, c'était d'apporter une attention sincère à l'ensemble des nouveaux collaborateurs au sein de Carglass en leur faisant vivre une expérience unique à travers 3 piliers. Donc, le premier, c'est la découverte de notre entreprise et de sa culture. Le second, donc la compréhension du positionnement de nos métiers au sein de notre organisation. Et le dernier, c'est d'apporter une intégration personnalisée à chaque nouvel entrant.
Tout ceci repose donc sur la démarche engagement, qui est un projet RH qui a vu le jour en 2018 et qui s'étale jusqu'en 2020, qui a pour but donc d'accompagner les collaborateurs au sein de Carglass. La raison donc, de ce parcours d'intégration, ça a été d'harmoniser les process d'intégration pour l'ensemble de l'entreprise, qu'un nouveau collaborateur soit accueilli de la même manière et avec les mêmes outils au siège que sur le réseau, au centre d'appel ou dans les distributions. Mais c'était aussi de construire un parcours favorisant l'engagement du collaborateur, puisque c'est la démarche dans laquelle ce process rentre en jeu. Ensuite, on avait une réelle volonté d'accompagner le collaborateur donc dès son embauche au sein de l'entreprise, avant même son intégration, et cela se poursuit jusqu'à plusieurs mois encore après son intégration dans l'entreprise. Donc c'est ce qui va constituer à peu près la durée de notre parcours d'intégration. On a donc créé pour cela des outils. Donc il y en a plusieurs. Il y en a un qui concerne donc les managers. Ça va être le guide du manager qui va être transmis par mail par les RH dès lors que de l'embauche d'un candidat. Et il a pour vocation donc d'accompagner les collaborateurs, les managers, pardon, avec des bonnes pratiques, des process à suivre, des aides sur les formulaires. Je pense notamment aux formulaires informatiques pour récupérer les PC, etc. C'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes, surtout quand c'est la première fois pour un manager qu'il accueille un nouveau collaborateur dans son équipe. Ensuite, donc pour accompagner les collaborateurs et avoir donc cette intégration personnalisée, on a mis en place des mails automatiques qui vont souhaiter la bienvenue de manière personnalisée à chaque nouvel arrivant, donc dès la création de leur boîte mail. On va avoir aussi un livret d'accueil à destination de tous les nouveaux collaborateurs, donc il va y avoir deux parties. La première, c'est l'histoire du groupe, la culture, etc., et des informations clés sur l'entreprise. La seconde, ça va être des informations qui vont être relatives au quotidien de travail, donc les absences, les tickets restaurants ou encore les contacts utiles. Pour toute notre démarche, on a vraiment voulu la tourner sur un côté très opérationnel et vraiment pour apprendre aux collaborateurs à s'immerger instantanément dans le monde de Carglass. C'est pour ça que dans le guide du manager, on va avoir des informations très pratiques, comme dans le livret d'accueil ou encore comme dans la Welcome Day, donc le dernier outil que je souhaiterais aborder avec vous. Donc c'est une journée d'accueil au siège qu'on a mis en place avec une visite du centre de pause, un déjeuner avec les intervenants et certains membres du comité de direction, une présentation de l'entreprise de manière opérationnelle et stratégique et des jeux en équipe. Donc cette Welcome Day qui a lieu tous les 3 mois a pour vocation aussi d'être très opérationnelle, d'où la visite du centre de pause qui est quand même le cœur de notre métier, donc à savoir les techniciens vitrage, voir leur quotidien, comment ça se passe, etc. Mais aussi par la présence de nombreux intervenants. Donc plusieurs personnes vont venir expliquer leur direction, comment ça se passe de manière très opérationnelle et la plus-value au niveau de la stratégie de l'entreprise. Et enfin, donc, pour clôturer cette Welcome Day, tous les participants vont recevoir un questionnaire de feedback qui va nous permettre à nous d'améliorer en continu notre Welcome Day et de manière générale notre parcours d'intégration, puisque chacun va être amené à donner son avis sur ce qui lui a plu, ce qui lui a déplu et ce qu'on pourrait faire pour améliorer ce parcours. La plupart des entreprises se sont emparées du sujet de l'onboarding et ont un processus plus ou moins complet. Vous avez pu le constater, il existe une multitude de possibilités dans la mise en place d'un onboarding. Le plus important, c'est d'instaurer un processus qui prend en compte les spécificités de son activité, mais surtout qui soit à l'écoute des besoins de ses nouveaux collaborateurs. Nous allons à présent faire un saut dans l'expérience collaborateur au sein de l'entreprise et vous parler maintenant d'un sujet beaucoup moins ancré dans notre société, l'offboarding. La vie d'un collaborateur dans une entreprise est un parcours. Le temps passe et notre chère Alice se pose des questions sur son avenir. Elle souhaite évoluer. Pourquoi pas changer de poste, acquérir plus de responsabilités. Mais comme beaucoup de collaborateurs, le changement lui fait peur. Elle décide donc de prendre un rendez-vous avec son service de ressources humaines pour en parler. De nombreuses raisons poussent un salarié à partir de son entreprise. C'est donc après quelques années de bons et loyaux services qu'Alice décide de développer sa carrière professionnelle au sein d'une nouvelle entreprise.
L'offboarding est le parfait contraire de l'onboarding. Il représente les processus mis en place par les entreprises pour s'assurer que le départ d'un salarié se fasse dans les meilleures conditions possibles. Cette étape de la vie d'un collaborateur peut arriver pour plusieurs raisons. Retraite, démission, rupture conventionnelle, licenciement. Période parfois redoutée, elle doit être accompagnée notamment par le service des ressources humaines pour qu'elle se déroule au mieux et pour que le salarié quitte son entreprise le plus sereinement possible. Pour comprendre l'importance de l'offboarding, on peut distinguer 4 axes à prendre en compte. Généralement, il est coutume d'organiser un entretien avec le manager pour faire un point sur l'expérience du collaborateur. Parler des missions effectuées, en cours, des procédures. Cet entretien sera pris pour donner au futur collaborateur les clés de sa prise de poste. Légalement, l'entreprise doit fournir des documents obligatoires aux salariés sortants. De plus, elle peut remercier et démontrer sa bienveillance en lui fournissant des lettres de recommandation ou références. Pour la sécurité des données de l'entreprise, il est important de penser à supprimer les comptes et les accès. Le jour du départ du salarié, le matériel en sa possession appartenant à l'entreprise est récupéré. Au-delà du légal, et dans l'intérêt de l'entreprise, un feedback 360 du salarié peut aider l'entreprise à se construire et accueillir ses futurs collaborateurs. Afin que le départ du salarié se fasse dans les meilleures conditions, il est apprécié de prévenir l'équipe du départ du salarié, et pourquoi pas organiser un pot de départ avec les collègues. Cela permet de renforcer le climat social de l'entreprise. À l'occasion d'un départ, il est important de mobiliser l'ensemble des parties prenantes impactées. En effet, l'offboarding de ceux qui partent impacte ceux qui restent. Il est judicieux de garder contact avec le salarié sortant. Plus de 40% des salariés français se disent ouverts à l'idée de retourner travailler pour un ancien employeur. Même parti, ils continuent d'être ambassadeurs de l'image de l'entreprise. Il est donc primordial de poursuivre tous les efforts fournis auparavant, et ce, jusqu'au dernier jour. Cela permet d'améliorer l'attractivité de l'entreprise. Les anciens salariés satisfaits de leur expérience et qui en parlent sont une très bonne publicité. Ce n'est pas parce qu'un collaborateur s'en va que nous devons le délaisser. L'offboarding est l'étape finale du parcours du collaborateur. Comment peut-on se permettre de laisser partir un collaborateur sans soigner son départ ? Comprendre l'intérêt de l'offboarding, c'est comprendre qu'une bonne expérience collaborateur, c'est avant tout de nouer avec eux une relation qui commence dès la phase de recrutement et qui ne se termine jamais. Alice a choisi de fêter sa fin de contrat avec ses futurs anciens collègues autour d'un pot de départ. Cette pratique est assez répandue pour dire au revoir à tout le monde et de faire du départ un moment festif. Alice pourra ainsi garder un dernier souvenir heureux de son parcours dans cette entreprise. Mais l'entreprise, elle, que peut-elle faire pour Alice ? Il existe une multitude de façons d'aider le salarié à quitter l'entreprise. Cela peut dépendre du contexte de départ qui peut être varié, comme nous l'avons vu plus tôt. Je vous propose de poser la question à nouveau à nos actifs lyonnais pour savoir ce qu'ils ont vécu. Dans le meilleur des cas, il y a un pot d'au revoir, pour ne pas dire d'adieu, mais non, c'est vrai que là-dessus, les organisations auxquelles je pense, et quand je regarde pour d'autres personnes autres que moi, sont souvent défaillantes et qu'il est somme toute peut-être plus facile effectivement d'entrer, d'être intégré, que finalement de sortir. Et pour mon départ, ils m'ont fait un cadeau, ils m'ont offert des boîtes de chocolat, une tasse, le travail n'est jamais fini. Ah bah c'est super mal passé. Aucun accompagnement, les patrons c'était du grand n'importe quoi, heureusement qu'il y avait quelques syndicats qui étaient là pour nous aider, pour nous aider à comprendre le pourquoi du comment, les papiers, parce que vraiment zéro accompagnement et c'était horrible. Non, en général c'est le salarié qui prend l'initiative de faire un petit truc pour marquer le coup quand il s'en va, mais l'entreprise ne fait rien. Il semblerait que d'un point de vue des actifs, tout le monde ne soit pas satisfait. Mais comment remédier à cela ? Rapprochons-nous de quelques professionnels qui ont mis en place des mesures pour accompagner leurs collaborateurs avant leur départ. Commençons avec le groupe Mazar qui a intégré un processus d'offboarding. Vincent Théier, manager en transition, va nous en dire plus sur cette méthode.
Le premier temps, c'est un entretien qui dure généralement 1 heure, où le collaborateur, de manière confidentielle, me rencontre et m'expose un peu son état d'esprit professionnel du moment. Moi, dans ce premier temps, je repose beaucoup de questions ouvertes et j'essaie aussi de lui donner des éléments de benchmark sur le marché, sur son niveau d'expérience et la façon dont il est perçu par le marché, sur ce à quoi il peut avoir accès et ce qui est totalement illusoire. Voilà, essayer d'ouvrir les chakras. Aussi le mettre en contact avec des personnes en interne, des personnes en externe. Voilà, le but, c'est vraiment dans ce premier temps d'avoir la discussion la plus honnête, la plus franche possible. Deuxième temps, lorsque le collaborateur a un peu mûri et digéré tout ce qu'on s'est dit, il me fait un retour sur son finalement nouvel état d'esprit. Alors il y a 3 cas, hein. Très souvent, beaucoup de collaborateurs revenaient en disant: «Ah oui, c'est intéressant ce que tu m'as dit, finalement je ne sais pas si c'est le bon moment pour partir. En tout cas, je l'ai vu différemment et je vais prendre mon temps pour affiner mon projet pro». Dans certains cas, c'était je serais intéressé pour rencontrer tel directeur financier ou contrôleur de gestion dans ce secteur-là ou dans ce type d'entreprise. Donc c'est plus une demande de mise en réseau, là aussi pour mûrir la réflexion pro. Et enfin, il y a un troisième cas où le collaborateur, pour le coup, est convaincu de vouloir quitter Mazars, a affiné aussi ce qu'il cherche comme futur job. Et donc là, l'idée, c'est de l'aider à trouver le bon job. Si je suis capable de proposer un job qui ressemble ou qui correspond bien à la volonté du collaborateur, ben c'est là qu'on essaie d'avancer sur un process de recrutement concret. Donc à ce stade-là, tant qu'on en est là, jusqu'à ce troisième stade, tous les échanges entre le collaborateur et moi restent confidentiels. C'est-à-dire que je ne suis allé raconter à personne, ni à son manager direct, ni au RH, que le collaborateur ou la collaboratrice en question est en voie de nous quitter ou à telle ou telle réflexion en ce moment. C'est à ce moment-là que chez Mazars, on active entre guillemets le début du offboarding. Donc les équipes et les managers du collaborateur sont mis au courant, les RH aussi, et on essaie, dans la mesure du possible, sous 1 mois, de libérer le collaborateur pour le mettre à disposition de son possible futur employeur pour une période de test. Donc en clair, lorsque le collaborateur et l'entreprise sont mis d'accord sur une collaboration future, Mazars met d'abord à disposition le collaborateur sur une période de test de 3 mois. Donc pendant ce temps-là, le collaborateur reste salarié de Mazars. Il est mis à disposition sans marge à l'entreprise qui pourrait être son futur employeur, de façon à ce que tout le monde se teste et évalue le fit réciproque. Si à la fin de cette période de 3 mois, tout le monde est content, et le collaborateur et l'entreprise, le collaborateur démissionne, Mazars renonce à sa période de préavis, et il y a une continuité entre la fin de la période de test et l'embauche du collaborateur chez l'entreprise. Si jamais le fit n'est pas avéré, et le seul cas qu'on a eu était à l'initiative du collaborateur, le collaborateur peut revenir chez Mazars. Il faut qu'il y ait un support d'un CODIR ou d'un COMEX qui soit sans faille et qui ne soit pas uniquement de façade. Deuxième point, il faut qu'il y ait une relation de confiance extrêmement forte avec la DRH, extrêmement forte, et il faut trouver le juste équilibre, et là c'est propre à chaque entreprise, de ce qui doit être gardé confidentiel et à la main de ce programme d'offboarding, et ce qui doit être partagé avec les RH. Troisième point, et ça revient un peu en lien avec les 2 premiers, à mon sens, il faut que ce programme d'offboarding soit géré, 1, par les opérationnels, 2, de manière assez indépendante du reste de la structure.
C'est les retours qui nous avaient été faits, que le programme de offboarding a permis de créer cette connexion et en tout cas ce sentiment de reconnaissance des alumni passés par le programme vis-à-vis de Mazars pour les avoir aidés à leur next step pro. Donc c'est ça le principal changement. On espère derrière aussi, là pour le coup, de manière très pragmatique, que ça générera encore plus de contacts et de connexions et que ça maintiendra la connexion entre Mazars et ses alumni sur le long terme et que nos alumni seront nos premiers clients. Pour vous proposer un second exemple, nous nous sommes intéressés aux pratiques d'une autre entreprise, à savoir Eni, représentée par Nathalie Monon. Bien intégrer un collaborateur, oui, c'est important, mais bien finir la relation, c'est tout aussi important. Et je pense que c'est très lié aussi à ma vision, pour le coup, de mon métier, c'est que je considère qu'une expérience collaborateur, elle doit être de bout en bout. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas proposer une expérience au démarrage et que finalement, au cours de la relation et en fin de relation, cette expérience soit différente. Ce qu'on oublie souvent, c'est pas seulement un départ évidemment d'une personne, c'est un départ avec de la perte de connaissances et de la perte sur les processus métiers. Une des choses du coup qu'on a travaillé moi en arrivant en 2019, c'était de dire comment on capitalise sur les processus métiers. On a donc mis en place ce qu'on appelle un Eni Memory. Et le Eni Memory permet en fait d'assurer la mémoire des projets sur lesquels un collaborateur a travaillé, de tracer là où la capitalisation de la connaissance s'est faite et ainsi pouvoir assurer le passage du relais. Et puis on cartographie aussi à ce moment-là, si ce n'est pas le cas, les processus métiers qui étaient portés par le collaborateur afin justement d'assurer ce passage de relais sans couture. Ensuite, alors ça, ce n'est pas encore en place, mais ça fait partie des voies que l'on travaille, c'est créer un réseau d'alumni Eni, parce que là aussi, quand on finit correctement une relation, finalement, vous voyez, et c'est le cas actuellement, même sans avoir créé cette communauté en tant que telle, j'ai des collaborateurs qui sont partis sur 2019, qui, je pense, ont apprécié le travail qui a été fait avec eux dans le cadre de leur départ et qui aujourd'hui cooptent des collaborateurs chez nous. Donc, ils ne sont plus eux-mêmes collaborateurs, mais en fait, ils nous envoient des candidats. Et ça, je trouve ça intéressant parce que ça prouve bien que probablement à un moment, vous n'avez pas pu leur apporter quelque chose, en effet, mais néanmoins, la relation est telle que ils considèrent néanmoins que l'entreprise était intéressante, raison pour laquelle ils cooptent. Et puis l'autre chose aussi que l'on a industrialisé, c'est le rapport de sortie qui permet justement d'avoir une interview avec le collaborateur pour comprendre quelle a été justement son expérience collaborateur chez Eni, et puis aussi comprendre les raisons du départ, à quel moment ce départ s'est cristallisé. L'envie de structurer, de bien organiser, d'apporter du service de bout en bout et ne pas considérer que parce qu'un collaborateur quitte l'entreprise, vous ne lui devez pas ce service. Bah oui, je pense que c'est clé. Donc, moi, je dis souvent à mon équipe que je considère que la fonction RH est au service. Elle est au service d'une stratégie, elle est au service d'un business, elle est au service des collaborateurs et puis elle doit faire la synthèse de tout ça. Revenons une dernière fois à notre chère Alice. Après avoir quitté son entreprise et dit au revoir à ses collègues, il est temps pour elle de se tourner vers de nouveaux horizons. De nombreuses opportunités s'offrent à elle, en France, mais aussi à l'étranger. Après cet état des lieux rythmé de quelques exemples, d'avis et de pratiques diverses, nous pouvons affirmer que le onboarding et le offboarding sont des étapes en lien direct au bien-être des salariés et à la qualité de vie au travail. Pensez-y la prochaine fois que vous intégrerez ou quitterez une entreprise.
Surtout, soyez attentifs. Votre entreprise pourrait-elle faire mieux? N'hésitez pas à leur dire. Collègues RH, soyez vigilants à ces 2 étapes. Soignez vos anciens autant que vos nouveaux collaborateurs. Maintenant que vous avez quelques clés en main, n'hésitez pas à les partager et à vous de jouer.